Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors aujourd'hui, on va se pencher, si vous voulez bien, sur les médias, et notamment pour savoir s'ils sont pro-israéliens et anti-islam. Voilà, on entend énormément de choses, notamment sur Internet, à ce sujet, et il est difficile de se faire une opinion, sachant que ce qu'on entend est souvent basé sur des opinions, pour pas dire sur des idéologies, et non sur des faits. Donc nous allons regarder des faits, et nous allons vous permettre, je l'espère, de vous faire votre propre opinion à partir de ces faits qui ne sont qu'un début, évidemment, d'une enquête qui s'avère très longue, mais je pense que ça donnera des pistes relativement sérieuses. Alors nous allons commencer cette étude par une émission qui s'appelle Ce soir ou jamais, dont vous avez certainement entendu parler, et dont nous avons étudié la totalité des invités depuis sa création en 2006, ce qui fait plus de 4000 invités. Et force est de constater, une fois qu'on a fait le tri, que la plupart de ceux qui sont le plus invités sont quasiment systématiquement islamophiles et plutôt anti-israéliens. Ce qui va souvent de pair d'ailleurs. Alors je vais citer quelques noms. Vous avez Emmanuel Todd, qui a été invité 20 fois, Gisèle Halimi, 17 fois, Roland Dumas, 17 fois également, Jacques Vergès, 11 fois, Stéphane Hessel, qui devient le pape et qui a été, j'y reviendrai, découvert par Ce soir ou jamais, qui a été invité 10 fois, Ouria Boutelja, j'y reviendrai aussi, 10 fois, Tariq Ramadan, 10 fois, Clémentine Autain, 9 fois, Marc-Édouard Nab, 9 fois, Alain Badiou, 8 fois, Suzanne Georges, 8 fois, Edoui Plenel, 7 fois, Esther Benbassa, 7 fois, Siné, 7 fois aussi, Edgar Morin, 6 fois, Michel Collomb, 6 fois, Jean Bricmont, 6 fois, Pascal Boniface, 5 fois, Alain Grèche, 4 fois, Alain Soral, 4 fois, Robert Ménard, 4 fois, Dieudonné, 3 fois, Abdelmalik, 3 fois. Voilà. Alors toutes ces invitations-là, et évidemment il y en a d'autres, mais je m'arrête à ceux qui ont été invités 3 fois ou plus, cela représente un peu plus de 200 invitations. Alors il y a plusieurs choses à noter, déjà qu'il y a des étrangers parmi ces invités, Bricmont, Collomb et Ramadan, alors que du côté islamo-critique et plus pro-israélien, on ne trouve pas d'étrangers parmi les plus invités. Oscar Freisinger n'est pas là, Ayaan Hirsi Ali non plus, enfin tout un tas de gens qui ne sont pas invités. Alors quelques mots sur Ouria Boutelja. Comme j'ai interviewé Frédéric Tadei, il a reconnu lui-même qu'il y avait une exception Boutelja. Donc cela veut bien dire ce que ça veut dire. Alors un mot sur Stéphane Hessel. Effectivement, son énorme succès, Indignez-vous, n'aurait peut-être pas eu lieu si Frédéric Tadei ne l'avait pas invité tant et plus avant ce succès. Et là, on rappelle une phrase qui est, à mon sens, assez intéressante, parce que si elle avait été dite par quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle aurait fait scandale. Voilà ce que déclare M. Hessel dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung du 22 janvier 2011. L'occupation allemande est relativement inoffensive si on la compare avec la politique actuelle d'occupation de la Palestine par les Israéliens. Formidable. Donc, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais enfin, en tout cas, Stéphane Hessel, ça ne l'empêche pas d'être invité 10 fois chez Frédéric Tadei. Alors, pour ceux qui douteraient du positionnement idéologique d'Emmanuel Todd, puisque je l'ai cité et qu'il est le deuxième plus invité de l'émission avec 20 invitations en 6 ans, je vous laisse regarder une vidéo, un extrait en tout cas, de ce qu'il a déclaré, c'était le 26 janvier 2009. Et moi, mon attitude fondamentale, c'est considérer que l'attitude des Français et des Européens vis-à-vis de ce qui s'est passé à Gaza, c'est notre honte. Je veux dire, c'est notre honte. Je veux dire, c'est vraiment... et tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, est très au-dessous de la vérité. Je veux dire, c'est notre Munich structurel, ce qui se passe là-bas. Je veux dire, c'est abominable pour les habitants de Gaza, je veux dire, qui en fait occupent, je ne sais plus qui a dit... la plus grande prison à ciel ouvert de la planète, c'est abominable. Mais au-delà du problème spécifique, je veux dire, ça fait partie, je veux dire, l'incapacité des Européens
à agir, à imposer et à contraindre Israël, en l'occurrence, ça fait partie de notre honte. Mais j'ai dit que c'était aussi notre honte, pas simplement vis-à-vis des Palestiniens, mais aussi vis-à-vis des Israéliens, qu'on laisse s'enfermer dans leur violence. Voilà, et donc, pour ceux qui connaissent bien Emmanuel Todd, ils savent qu'il donne régulièrement des interviews à Oumma.com, le site islamiste, où il dit tout le bien qu'il pense de l'islam. Il a écrit ce livre avec Youssef Kourbache sur le fait que l'islam, tout va très bien, Madame la Marquise. Hein. Alors quant aux invités islamo-critiques et pro-israéliens, ils sont beaucoup plus rares, hein, il faut bien le reconnaître. Alors Alain Finkielkraut est le plus invité parmi ceux-là, il n'a été invité que 10 fois, c'est-à-dire 2 fois moins que Emmanuel Todd. Guy Millière, qu'on ne voit nulle part ailleurs, a été invité 8 fois. Philippe Solers 8 fois, Elisabeth Lévy 7 fois, Caroline Forest 7 fois, Pascal Bruckner 6 fois, Malika Sorel 4 fois, Gilles Miraeli, qu'on ne voit pas vraiment ailleurs, 4 fois, Michel Onfray, qu'on voit un peu partout, 4 fois, Yvan Rioufol 4 fois, Gilles William Gonadel 3 fois, et Claude Lanzmann 3 fois. Donc si on ajoute un peu toutes ces invitations-là, de 3 fois et plus, on dépasse à peine les 50 invitations, 55, voilà, ce qui fait à peu près le quart des gens les plus invités de l'autre côté. Et quand j'ai posé cette question à Frédéric Tadei, il m'a dit « Mais non, de toute façon, à chaque fois qu'il y a Tariq Ramadan, il y a toujours quelqu'un pour lui donner la réplique. » Oui, sauf que il y a un phénomène de starisation. Quand vous invitez 10 fois Ouria Boutelja, elle devient quelqu'un qui pèse médiatiquement, quoi qu'elle dise. Alors que si vous n'invitez, je prenais cet exemple à Frédéric Tadei, une seule fois Christine Taza, c'est beaucoup plus difficile. On est moins rodé aux médias. D'ailleurs, Ouria Boutelja a été invité ensuite dans d'autres médias, donc ça fait ricochet, etc. Alors évidemment, tout ça pour en venir au fait que cette émission Ce soir ou jamais, qui est considérée, y compris par moi-même, comme la moins pire du PAF en termes de débat, elle existe depuis 6 ans. Et elle a été renouvelée année après année, elle est renouvelée encore cette année, ce dont je me félicite. Et donc, cela signifie que l'émission qui invite énormément d'islamophiles et d'anti-israéliens, on va dire, est reconduite sans le moindre problème. Donc déjà, cette assertion selon laquelle les médias seraient aux mains des pro-israéliens et qu'ils interdiraient le débat sur le sujet, voire les postures hostiles à l'État d'Israël, alors là, tombe complètement à plat. Alors, elle tombe d'autant plus à plat qu'il y a une autre émission qui est encore plus vieille que Ce soir ou jamais, qui s'appelle Là-bas si j'y suis. Ces 2 émissions sont sur le service public, je rappelle, donc sur argent public. Alors Là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet qui fait ça depuis 89, donc plus de 20 ans. Hein. Et même s'il a changé d'horaire il y a quelques années, c'est une émission qui est renouvelée année après année et qui donne la parole quasiment que à des gens d'extrême gauche. Et il se trouve que ces gens-là sont, la plupart du temps, à part Michel Onfray et quelques-uns, islamophiles et anti-israéliens. Donc moi je pose simplement la question à tous ceux qui disent à longueur de temps et qui se gargarisent en s'écoutant parler, si les médias étaient pro-israéliens et anti-islam, comment est-ce que 2 émissions pareilles pourraient continuer année après année depuis si longtemps ? C'est tout simplement pas possible, et je vais même plus loin, moi je prétends que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les médias dans leur ensemble sont plutôt anti-israéliens et islamophiles. Et je vais le démontrer par d'autres exemples. Alors le premier exemple, il est quasiment caricatural, c'est l'affaire Al-Doura. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de cette affaire, c'est donc ce jeune Palestinien, cet enfant palestinien qui est tué dans les bras de son père, au carrefour de Netzarim, au début de l'an 2000, et Charles Anderlin, journaliste à France 2, donc encore une chaîne du service public, diffuse un reportage sans avoir vraiment recoupé les faits, et annonce tout de go que c'est l'armée israélienne qui lui a tiré dessus. Et depuis, évidemment, cette affaire a eu beaucoup de rebondissements, parce que certains se sont émus du fait qu'un journaliste puisse annoncer aussi rapidement qu'il s'agissait d'un tir
israélien. Il y a eu des procès qui ont été intentés, qui ont souvent été gagnés, notamment par Philippe Karsenty. Et pourtant, ça n'a pas empêché des journalistes en masse, c'est-à-dire plus de 700 journalistes du service public, du privé, de la presse, enfin d'un peu tous les domaines, de signer une pétition en faveur de Charles Anderlin. Donc là, si on voudrait démontrer que les médias sont anti-israéliens, on ne pourrait pas mieux faire, puisque en l'occurrence, il n'y a pas eu de contre-pétition avec ne serait-ce que le 10e de journalistes qui aurait soutenu Philippe Karsenty contre Charles Anderlin. Donc c'est bien que ça veut dire quelque chose, si vous voulez. On ne peut pas mettre ça complètement de côté. Et j'ajoute que France Télévisions, évidemment, n'a jamais reconnu son erreur, alors que au mieux, ça a été Arlette Chabot qui a dit à un moment, mais finalement, on ne pourra jamais savoir. Bon. Mais il n'y a pas eu de sang. Enfin, je vous renvoie aux différents débats qui existent sur Internet, et notamment sur Enquête et Débat. Vous pourrez vous faire votre opinion, mais enfin, vu le nombre d'impacts de balles et vu qu'il n'y a pas de sang, etc., ça paraît quand même très très difficile à y croire à cette affaire. Par contre, ce qui est plus facile à croire, c'est que les médias, là en l'occurrence, sont plutôt anti-israéliens. Alors, c'est un vaste sujet, évidemment, les médias. On ne va pas généraliser, il ne s'agit pas de ça. Et c'est un vaste sujet également que le conflit israélo-palestinien, par exemple. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Par contre, on peut mettre cela en perspective, médiatiquement parlant, c'est-à-dire que on nous parle énormément du conflit israélo-palestinien, où les Israéliens sont accusés d'être les oppresseurs des Palestiniens, donc c'est en leur défaveur qu'il y a tout ce matraquage médiatique, ça il ne faut pas l'oublier, et c'est rendu possible d'ailleurs grâce au fait que les Israéliens laissent les journalistes faire leur travail, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres dictatures, et ce qui amène le fait que le conflit israélo-palestinien est un des plus médiatisés au monde. Bon, ça c'est une première chose. Mais on parle souvent de colonisation. Je ne suis pas là pour rentrer dans le débat, mais en admettant qu'il s'agit d'une colonisation, combien d'autres colonisations ne sont jamais ou très très rarement abordées dans les médias, et comparativement au conflit israélo-palestinien, le rapport est absolument immense. Alors je citerai par exemple la colonisation de la Turquie à Chypre. Et oui, cela fait depuis des années, je crois 74 si je ne m'abuse, que la Turquie colonise une partie de Chypre. Alors, les médias n'en parlent quasiment jamais, il s'agit pourtant d'une colonisation. Bon, voilà un premier exemple. Et alors, autre sujet de colonisation, mais alors là, évidemment, ça va hurler, c'est l'islam, qui colonise un certain nombre de pays et de cultures depuis des siècles. Et alors là, évidemment, on ne peut rien dire. Et les médias ne s'en font jamais l'écho de cette colonisation-là. J'en citerai une seule parmi tant d'autres, mais celle de la Kabylie, par exemple, où les Kabyles sur place, enfin un certain nombre de Kabyles parlent d'un génocide culturel de leur langue qui disparaît petit à petit, et pourtant ils se battent pour elle depuis plus d'un millénaire maintenant. Mais alors cette colonisation-là, les médias n'en parlent pas, et cela se traduit par une différence médiatique gigantesque, là aussi. En 2001, quand vous avez des événements en Kabylie, vous avez plus d'une centaine de morts, ça sera moins médiatisé que quand vous avez 3 Palestiniens quasiment au même moment qui sont tués sous les balles des Israéliens. Alors, 3 morts palestiniens valent plus que 124 morts, je crois que le chiffre exact c'est celui-là, kabyles. Bon, on se demande bien pourquoi. Il n'y a pas à se demander très longtemps, c'est qu'en face, il y a Israël, et comme les médias sont généralement anti-israéliens, eh ben, ils vont surcharger la barque, et faire d'ailleurs du peuple palestinien aujourd'hui le peuple le plus médiatique au monde, et dont la souffrance, qui est réelle, est la plus médiatisée au monde. Alors une autre manière de comparer cet anti-israélisme général, disons, des médias, c'est de parler, par exemple, des murs de séparation ou de protection. Barrières de protection appellent les Israéliens, et murs de séparation comme les appellent les Palestiniens. Ça, vous en avez tous entendu parler, qu'il y a un mur entre Israël et la Palestine à certains endroits, bon, pour éviter, alors Israël s'en défend en parlant d'éviter des terroristes de poser des bombes sur son sol.
Et de fait, depuis qu'il a installé ce mur, il y a moins d'attentats terroristes. Mais les médias ne vous parleront, enfin, vous parleront tant et plus de ce mur-là, mais ne vous parleront quasiment jamais des dizaines d'autres murs du même type qui existent dans le monde. Alors, ça peut être pour empêcher aussi les attentats terroristes, ou ça peut être pour limiter l'immigration, ou pour simplement fortifier des frontières. Alors, je vais vous en citer un certain nombre, parce qu'il faut des exemples concrets. Et cela, les médias ne vous en parlent jamais, hein, parce qu'évidemment, c'est le vilain Israël dont il faut parler. Alors, vous avez par exemple la ligne verte à Chypre. Bon, vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Moi, je les découvrais en faisant cette recherche. Vous avez la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un mur entre le Maroc et l'Espagne à 3 endroits? Moi, je l'ignorais. Vous avez un mur entre l'Irak et le Koweït. Eh oui, est-ce que vous le saviez? Vous avez aussi un mur entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, entre les Émirats Arabes Unis et Oman, entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, entre les USA et le Mexique. Celui-là, on en a un peu parlé dans les médias. Quand il s'agit des États-Unis, de parler de l'immigration, c'est vrai. Mais il y a un mur entre la Chine et la Corée du Nord, le saviez-vous? Il y a un mur entre l'Inde et le Pakistan. Et là, je parle vraiment de murs, hein, avec barbelés, avec... Bon. Et il y a un mur entre l'Inde et le Bangladesh, et il y a d'autres murs, je ne vais pas tous vous les citer, parce que ça ferait un peu long. Mais de tous ces murs-là, pourquoi les médias ne nous parlent pas? Ne nous en parlent-ils pas, pardon? Eh bien, il me semble que la raison est assez simple. Voilà. Et puis, je ne m'étendrai pas, évidemment, sur tous les autres conflits que le conflit israélo-palestinien, dont les médias ne nous parlent pas. Je pense notamment en Afrique, ou très peu en Asie ou en Amérique du Sud. C'est vraiment par bribes qu'on en entend parler. Par contre, dès qu'il y a une bombe ou un affrontement en Israël ou en Palestine, alors là, c'est la une des médias directement. Alors, ceux qui prétendent que les médias sont dirigés par les sionistes, les pro-israéliens, ou en tout cas qui sont dans leurs mains, sans parler évidemment de ceux qui invoquent le complot judéo-talmudo-rabbino-sioniste, hein, là j'en parle même pas, mais ils invoquent souvent des boucs émissaires, il faut les appeler comme ils sont, pour démontrer que les médias seraient bien dans les mains des pro-israéliens. Alors, ils vous parlent de Bernard-Henri Lévy, ils vous parlent d'Alain Finkielkraut, ils vous parlent de Pascal Bruckner parfois, de Glucksmann. Bon. Alors, on peut prendre leur cas les uns après les autres, parce que c'est assez intéressant. Bon, déjà, Finkielkraut, lui, il est de moins en moins invité. Par exemple, chez Tadi, il est 2 fois moins invité que Emmanuel Todd. Et surtout, il est de moins en moins pro-israélien, et il a même signé le J-Call, bon, comme Bernard-Henri Lévy d'ailleurs. Donc, au niveau de... Et d'ailleurs, il est très critiqué pour ça par un certain nombre de pro-israéliens, notamment en Israël, pour avoir signé le J-Call. Et alors, on voit bien qu'être pro-israélien, d'ailleurs, n'immunise en rien, puisque ça ne l'a pas empêché d'être traîné dans la boue, après avoir été manipulé par le journal israélien Haaretz, comme je l'ai étudié dans un livre que je lui ai consacré. Et on pourrait parler aussi de Dominique Strauss-Kahn, qui avait dit tant de bien à propos d'Israël, et ça ne l'a pas empêché d'être lui aussi traîné dans la boue, à raison peut-être, mais à un point que les anti-israéliens ont du mal à reconnaître. Mais c'est la personnalité, indéniablement, qui a été le plus traînée dans la boue au niveau mondial, et en particulier au niveau français, c'est peut-être ces 10 dernières années. Alors BHL, lui, évidemment, il est pro-israélien, mais il est islamophile. Donc c'est un peu compliqué, vous l'entendrez jamais critiquer l'islam directement. D'ailleurs, au niveau des caricatures de Mahomet, il avait invoqué le fait que c'était de la provocation que de faire ces caricatures, bon, comme Chirac d'ailleurs. Bon. Donc c'est pas vraiment quelqu'un qui me paraît facile à invoquer quand on veut démontrer que les médias sont anti-islam et ultra pro-israéliens. D'autant qu'il a signé le J-Call, je le rappelais tout à l'heure. Pascal Bruckner, lui, finalement parle très très peu d'Israël, assez peu d'islam aussi, il parle surtout d'écologie, il parle des sanglots de l'homme blanc, c'est-à-dire toujours cette repentance. Bon, ça il en parle beaucoup, mais
beaucoup moins d'islam et d'Israël. Quant à Glucksmann, alors lui, il a quasiment disparu des radars, mais pour être totalement objectif, il faut reconnaître qu'il est de plus en plus remplacé par d'autres personnalités. Je citerai par exemple Michel Onfray, qui est de plus en plus invité sur les plateaux, qui est très anti-islam, comme il l'a déclaré. C'est l'islam qui est un problème, c'est pas la burqa. L'islam est un problème ? Ben oui, ça me paraît évident. Je veux dire, si vous lisez le Coran, si vous regardez la vie du prophète, si vous lisez les hadiths, on n'est pas du tout dans la logique républicaine. On est dans une logique inégalitaire. On n'est pas dans une logique féministe mais misogyne, phallocrate. On n'est pas dans une logique cosmopolite. On est dans l'antisémitisme, on est dans la haine de l'étranger. On n'est pas dans une logique pacifiste. On défend la peine de mort, on défend l'égorgement des infidèles, etc. Donc il faut lire. Et qui est aussi pro-israélien, je pense qu'il l'a déclaré aussi. Voilà. Et alors, dernier point, sur l'islam, nous avons enquêté pour voir quels étaient les islamologues les plus invités, ou les moins invités, quelle était leur tendance. Alors, on a sélectionné 6 islamologues, 3 islamophiles, et puis 3 islamo-critiques. Et alors, comme par hasard, les islamo-critiques sont les moins invités, mais beaucoup moins, hein, c'est pas, vous allez voir, c'est pas le rapport, on n'est pas à quelques invitations près. Puis les islamophiles, alors là, ce sont les plus invités. Donc je les cite, les 3 islamophiles, là je parle de la télévision publique, évidemment, c'est là où on a des statistiques fiables. Alors vous avez Vincent Gesser, par exemple, qui a été invité 14 fois, et alors sans compter ses invitations sur France O, parce que c'est un des invités récurrents de l'émission Toutes les France d'Ahmed El-Khaï. Bon. Vous avez Olivier Roy, autre islamologue, qui a été invité 76 fois. Bon, donc là ça parle tout de suite. Et puis un dernier, François Burga, invité lui aussi 14 fois comme Vincent Gesser. Et alors ça c'est à comparer avec les statistiques de nos islamologues islamo-critiques. Alors, vous avez par exemple Anne-Marie Delcambre, qui n'a été invitée que 2 fois. Bon. Rémi Brague. Alors, je ne parle pas de gens inconnus, je parle vraiment des sommités du domaine. Hein. Bon, donc Rémi Brague, lui, il n'a été invité qu'une seule fois. Hein, à la télévision publique, c'est 30 ou 40 dernières années. Quant à Dominique Urvois, pareil, une seule invitation. Alors là, je pense que la démonstration est faite que si les médias vraiment étaient anti-islam ou islamo-critiques, ces gens-là auraient été invités tant et plus, tandis que les autres auraient été beaucoup moins invités. Mais je veux dire, ce sont les faits. Au bout d'un moment, on peut bien se taper la tête contre les murs en disant non, j'ai raison. Les faits, ils sont plus têtus que ça et ils vous démontrent le contraire, à savoir que les médias sont plutôt islamophiles, ouais, très très largement. Bon. Donc, ma conclusion, elle est assez simple, c'est que les médias ne sont pas anti-islam et pro-israéliens, mais qu'ils sont très islamophiles et plutôt anti-israéliens, même si, évidemment, Israël et la politique du gouvernement israélien est défendue dans les médias français. J'ajoute, parce que cette enquête ne prétend pas apporter un point final à ce sujet, qui est très débattu et qui mérite de l'être, que, en tout cas, ça peut apporter de l'eau au moulin d'un certain nombre de gens, et j'espère que cette enquête continuera de s'étoffer et que je pourrai venir vous présenter la suite des événements. En tout cas, si vous avez des faits qui démontreraient la même chose ou le contraire, n'hésitez pas à me les envoyer. À bientôt.